Bonjour, bienvenue dans Extra Life. Alors pour ce nouveau débat, donc dans Extra Life donc un nouveau module, on aborde un petit peu les grands jeux de l'année 2010, les phénomènes, etc. On a Seb et on a également Erwan, qu'on ne présente plus, que vous voyez régulièrement sur No Life, qui travaille pour écran.fr. Et on va aborder aujourd'hui en fait la thématique des jeux sur iPhone. Et globalement des jeux sur téléphone portable. Et donc il y a vraiment une sorte de phénomène là depuis quelques temps où on s'aperçoit que ces petits téléphones deviennent de véritables consoles portables. Et clairement, tu as un iPhone par exemple, aujourd'hui c'est plus puissant pour les développeurs qu'une DS, que la DS actuelle. Et donc du coup, on se retrouve avec des jeux non seulement dotés d'un gameplay souvent intéressant, parfois novateur, mais également carrément impressionnant visuellement. Donc, est-ce que vous avez des exemples Sur la partie impressionnante visuellement, c'est pas l'intérêt principal d'un jeu sur iPhone. Ça dépend. Alors, débat. Déjà au niveau puissance, on prend un iPhone 4. Alors bon, bien sûr, il y a les Android aussi, voilà. Mais un iPhone 4, c'est cas d'école. C'est une machine qui est au niveau 3D qui est à peu près aussi puissante qu'une Xbox 1, avec une meilleure résolution et 8 fois plus de mémoire. Voilà, on a 512 mégas de mémoire là-dedans, ça permet de faire des choses. Et ça permet de faire tellement de choses qu'aujourd'hui, on a les gens de Epic qui ont le Unreal Engine 3 qui tourne sur iPhone. Sur iPhone 3, 3GS, 4. Et là, on voit l'exemple de Infinity Blade, donc, qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps avec une petite équipe de chez eux, qui est assez jolie. Donc une bonne résolution sur iPhone 4, qui est en plus d'être jolie, alors ils avaient sorti leur fameuse démo Epic Citadel qui avait fait beaucoup parler, et Infinity Blade, non seulement c'est joli, mais en plus c'est même, si je peux me permettre, rigolo. Mais voilà, mais c'est là où c'est l'intérêt. Moi, je parle pas, évidemment, il y a des beaux jeux, mais en fait, on sait très bien que l'intérêt d'un jeu vidéo, c'est pas dans ses graphismes, dans ces choses, dans les choses visuelles en premier. Et c'est l'intérêt du développement actuel des jeux iPhone, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un petit écran et un écran tactile, et il n'y a pas de gâchette gauche, gâchette droite, il n'y a pas les 16 boutons de la manette Xbox 360, donc on doit essayer de faire un jeu avec ça. Et c'est ça le problème, le doigt, hein, pas de retour pour les gamers, tout de suite, c'est pas la même chose. Et c'est ça qui rend les jeux intéressants, c'est qu'on se retrouve avec des contraintes de gameplay qui imposent d'inventer quelque chose, ou au moins de simplifier ce qui existe à l'extrême pour avoir des jeux qui se jouent vite. Et c'est pas que les contraintes de matériel, c'est aussi les contraintes de lieu, de temps, de choses. C'est les jeux qui se jouent dans le métro, qui se jouent chez soi, qui se jouent tranquille quand on a 5 minutes, quand on est au bureau à sa pause de midi et qu'on mange un sandwich. C'est des jeux faits pour ça. Donc en fait, c'est là où ça devient intéressant, c'est quel gameplay pour ça. Et là, on voit les deux énormes cartons, pas de 2010, mais vraiment les deux énormes cartons de l'iPhone, qui sont Angry Birds, alors qu'on ne présente plus, où il faut envoyer des oiseaux, détruire des bâtiments. Non, se venger des cochons. Pardon, c'est vrai que j'ai oublié l'aspect scénaristique. Mais où on doit juste balancer des oiseaux, qui est d'ailleurs un remake de jeu en Flash, à la base. C'était le Castle Crasher qui existait en Flash et qui était sur le même principe, qui existe aussi sur iPhone, mais c'est Angry Birds qui a cartonné. Et il y a Doodle Jump, où en fait on touche même pas l'écran, là on sert du gyroscope et on bouge un petit bonhomme qui doit monter le plus haut possible. Moi j'avais un autre exemple, c'était Flight Control, qui il me semble avait bien marché, où tu, juste avec ton doigt, donc tu avais des avions qui apparaissaient un peu partout sur l'écran, et tu leur donnais en fait juste le chemin à prendre pour qu'ils atterrissent tranquillement, et il fallait éviter les collisions, donc sans arrêt réaffecter les trajectoires. C'est assez excellent. C'est marrant ce que vous dites, parce que c'est comme s'il y avait un petit peu une cohésion entre ces jeux sur PC en Flash et des jeux sur iPhone, mais pas en Flash. C'est l'inventivité en fait. La cohésion. Tu vois, au niveau programmation là, et politique d'Apple, y a une étape qui doit être franchie par les développeurs, puisqu'on interdit Flash sur la machine. Ah, d'accord, ok. En termes de programmation. Alors qu'en fait, mine de rien, on retrouve un peu les mêmes jeux. Mais en fait, en plus, il y a eu une affaire là-dessus qui était assez rigolote, c'est que Adobe, donc, qui fait Flash, avait préparé un module qui permettait de transformer n'importe quel truc en Flash en programme iPhone. Et en fait, c'est un module qui a été interdit par les politiques d'Apple, parce qu'il fallait absolument utiliser le kit de développement Apple pour développer ses jeux sur iPhone. C'est
compliqué ces choses-là, c'est pas forcément dans l'intérêt du consommateur, mais heureusement là ça n'empêche pas les jeux d'arriver. Et alors quelque chose qui est intéressant, donc comme toute plateforme mobile qui a des limitations, bien sûr ça encourage la créativité. Et c'est un domaine où on sait que les développeurs japonais sont assez forts et on voit arriver des jeux japonais sur les mobiles. Des shoots, des shoots. Comme alors des shoots, là il y en a. On a quelqu'un à nos lives qui s'appelle Alex Pilot. Qui est un petit peu fan de ce genre de choses, ouais. Ouais, et qui nous a dit attendez, il y a les shoot caves, c'est complètement monstrueux. Regardez, je joue à Dodonpachi dans le métro. Qu'est-ce qui se passe? C'est le futur. Et alors, ce qui est venu du Japon aussi, là, il y a le phénomène de la fin d'année 2010. C'est de ta faute. C'est de ma faute. Enfin, c'est de ma faute. Beaucoup souffert. J'ai aussi des amis qui me l'ont conseillé. C'est Game Dev Story, qui est en fait, c'était un jeu incroyable, qui est un remake d'un jeu qui date de la fin des années 90, donc par Kairosoft. Ouais. Boîte japonaise. Et en fait, on gère un studio de dev. C'est un jeu de gestion et on gère un studio de développement de jeux vidéo, en fait. Et on crée ses propres jeux, ses propres consoles et en fait, on suit l'histoire du jeu vidéo parce qu'on voit arriver la NES, la Mega Drive, la Xbox, la PlayStation avec des faux noms parce qu'ils n'ont pas les droits. Mais tout gamer qui se respecte reconnaît évidemment toutes les références et on peut créer ces jeux en mariant un genre et un style de jeu. Donc, un ninja RPG, un dating shooter, enfin bon, que des tu vois, trucs, dating shooter, c'est pas forcément le bon point. Bah ouais, en fait, il y a des bonus quand les genres et le style vont bien ensemble, hein, mais bon, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est chronophage au dernier degré. Et en fait, ils ont réussi, encore une fois, je parlais de l'interface, à faire quelque chose de très simple où on arrive à gérer un jeu de gestion. C'est un peu Sim Hospital, les jeux de gestion dans le temps, qu'on retrouve là avec des stats. Tu remplaces la souris par le doigt, au final. Oui, et t'as pas besoin d'actions vraiment ultra pointues. C'est plutôt tes décisions sur des pages de chiffres et de stats qui. Mais vous pensez que ça va se développer donc du coup, parce que là clairement c'est un jeu de gestion. Là tu parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeux d'adresse, tout simplement parce que c'est des sessions de jeu très courtes. Mais est-ce qu'un jeu de gestion, du coup, on a le temps d'y jouer sur iPhone? Il faut penser le jeu de gestion pour cette plateforme-là. Dans le cas de Game Dev Story, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à adapter le gameplay pour que ça puisse se jouer en session courte. On sauvegarde très vite. Enfin, on ferme l'appli, ça sauvegarde, on reprend un peu comme on veut, et puis on peut se faire un ou deux cycles de jeu, et puis on attend, et puis même Game Dev Story est aussi un jeu d'attente, c'est-à-dire on commence à lancer son développement de jeu, on peut poser son iPhone, attendre 3 minutes et le reprendre. Donc c'est assez intelligent là-dessus, mais toujours ce qui est intéressant, ça va être la façon dont les développeurs commencent à s'approprier l'interface, le fait de pouvoir jouer de cette manière. Et moi, c'est là où ça reprend aussi toute la créativité qu'il y a en Flash, c'est qu'on n'a pas besoin de gros budget, donc ça permet à des petits développeurs qui ont des idées, qui ont un flash, un concept, de balancer leur truc et de se faire j'ai un contre-exemple là-dessus, c'est à un moment donné sur iPhone, alors je sais pas si ça se fait toujours, t'avais ces jeux en fait qui émulaient les boutons. Donc t'avais des boutons sur l'écran, il fallait que tu appuies avec des fausses manettes. Il y en a encore et il va y en avoir encore parce que en fait on appelle ça des jeux vidéo. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que en fait on prend l'industrie comme un espèce d'ensemble cohérent où tout devrait se ressembler. C'est comme Capcom qui veut absolument mettre un Street Fighter 4 sur l'iPhone alors qu'on voit très bien les contrôles sont pourris, même si le graphisme est beau, il y a pas de souci. Et en fait c'est injouable. On voit l'exemple typique, c'est Gameloft, donc qui est lié à Ubisoft, je sais plus trop comment, mais qui fait des clones absolus. Il y a le clone de Halo, le clone de Final Fantasy XIII, le clone de Need for Speed, c'est pas terrible. Sauf que ils arrivent à en vendre quelques-uns pour rentabiliser, mais ça donne des jeux pas terribles. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'inventivité qu'il va y avoir sur ces plateformes-là. Alors moi, le souci en fait que j'ai, c'est la distribution. On est obligé de passer par les plateformes des éditeurs, en tout cas avec Apple, on ne sort pas de l'iTunes Store. Ah, c'est pire, c'est la plateforme du constructeur. Là. Ouais. Et en fait, si tu veux, Game Dev Story, c'est des gens, tu te renseignes, Kairosoft, ok, une boîte japonaise, ils ont sorti plein d'autres jeux sur iPhone, mais voilà, tu n'accèdes pas aux iTunes japonais, tu ne peux pas les acheter. Et tu ne peux pas faire d'import comme on pouvait faire à l'époque sur Super Nintendo. Et là, je pense qu'au niveau de Android, on a plus d'avantages, c'est un peu plus ouvert là pour faire ce qu'on veut. Et surtout l'iTunes, le gros problème, c'est la censure potentielle aussi que peut avoir Apple sur la sortie même des jeux. Et ça, c'est un gros souci, c'est qu'on est centralisé et c'est Apple qui décide ce jeu-là peut sortir, ce jeu-là ne peut pas sortir, et on ne sait pas trop les critères. D'accord. Ça. Donc encore un territoire en friche, mais une plateforme intéressante. Carrément. Ok. Merci beaucoup pour cet éclairage et on se retrouve très bientôt pour un nouveau débat dans Extra Life.